15 août 1944. Les GIs foulent le sable blond des plages de la Côte d'Azur. Nom de code de l'opération, Dragoon, le débarquement en Provence. Les troupes américaines devront remonter la vallée du Rhône et réaliser la jonction avec les troupes débarquées le 6 juin en Normandie. Les forces allemandes seront alors prises en tenaille. Dès le lendemain, 16 août, les forces françaises débarquent à leur tour. C'est l'armée B, commandée par le général Delattre de Tassigny. L'objectif des soldats français est essentiel. Ils devront libérer Toulon et Marseille, les deux grands ports en eau profonde de Méditerranée, pour permettre aux Alliés d'acheminer les renforts, le matériel, le carburant et les vivres nécessaires à la reconquête du continent européen. Mais cette mission est extrêmement périlleuse. Les deux villes ont été transformées en véritables camps retranchés et Hitler a ordonné à leur garnison de se battre jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'au dernier combattant. 30 000 hommes attendent leur ennemi de pied ferme. Historien et journaliste, j'ai voulu savoir comment s'était déroulée cette campagne de Provence. J'ai recueilli des témoignages. Ils attaquent la fort par l'entrée. Malheureusement, c'est l'hécatombe. J'ai récolté des indices. Il y a des blindés qui vont monter par la grande avenue qui est devant la basilique. Celle qui se trouve là, en contrebas, exactement. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la dureté des combats. Les plans alliés prévoyaient la chute de Toulon en 20 jours. Marseille devait suivre. Grâce aux actions primordiales de la résistance et à l'ardeur de chefs et d'hommes de troupes de valeur, les deux villes vont finalement tomber en moins de 2 semaines. Après l'humiliation de 1940, les Français vont enfin prendre leur revanche. Ce succès n'aurait sans doute pas été possible sans l'action combinée des forces combattantes intérieures et extérieures. Au cours de cet été 1944, ces hommes et quelques femmes venus de métropoles et des colonies ont été les véritables héros de la libération de la Provence. « 15 août 1944, 8 h du matin. Les premiers GIs débarquent sur les plages du sud de la France. La progression des Américains est fulgurante. Partout, les défenseurs allemands sont largement dépassés et les premiers objectifs sont rapidement atteints. Le soir même, près de 100 000 hommes et plus de 10 000 véhicules ont été débarqués entre Cavalère-sur-Mer et Saint-Raphaël, de part et d'autre de Fréjus. 2 têtes de pont sont consolidées. Saint-Tropez et Sainte-Maxime ont été libérées. L'opération Dragoon est un succès. Premier objectif des Américains, élargir la tête de pont sur près de 25 km pour atteindre une ligne virtuelle, la Blue Line. Le lendemain, 16 août, c'est au tour des troupes françaises de débarquer. Les hommes de l'armée B, commandés par un ancien pétainiste rallié à De Gaulle, le général Delattre de Tassigny, atteignent les plages varoises de Cavalère et du golfe de Saint-Tropez. Le 17, cette armée B se rassemble dans les environs de Grimaud. Delattre installe son PC à Cogolin. Jean-Marie Guillon est historien. Il a consacré plusieurs ouvrages à la libération de Toulon. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Enchanté, c'est réciproque. Quelles sont les troupes qui composent justement cette armée B que l'on connaît assez peu? Alors l'armée B, c'est une armée coloniale.
Donc il y a toute la diversité de la composante coloniale de l'Empire français dans cette armée. Elle est composée à peu près de 200-210 000 hommes au moment du débarquement, et elle est composée très légèrement, en majorité, d'indigènes, comme l'on dit, venant de tout l'Empire colonial, principalement des Nord-Africains, Algériens, Tunisiens, Marocains, soit volontaires, soit appelés d'ailleurs, et plus ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais, qui appartiennent non pas à l'armée d'Afrique, mais aux troupes coloniales. Et puis, les Européens, ce sont d'abord des Européens d'Afrique du Nord qui ont été très largement mobilisés, très largement mobilisés. Des pieds noirs, comme on disait à l'époque. Des pieds noirs, comme on disait à l'époque. Mobilisation des Corses également. Il y a là des évadés de France qui ont franchi les Pyrénées pour continuer le combat. Donc c'est une armée extrêmement composite. C'est vraiment l'armée de l'Empire colonial français. Et quelle est la mission qui va être confiée et qui est confiée à cette armée B au moment où elle débarque sur les côtes de Provence? Alors il a été décidé de leur confier la libération de Toulon et de Marseille. Or Toulon et Marseille, c'est absolument essentiel. Toulon, parce que c'est le port de guerre que l'on sait, avec toutes les défenses qui l'entourent, et Marseille, c'est l'objectif primordial. C'est le port en eau profonde, celui qui va permettre pour les Américains d'approvisionner leurs troupes en matériel, en hommes. Et ça va être les deux grandes batailles de la campagne de Provence, bien entendu. Alors que le débarquement a été aisé, le 15 août, les batailles de Toulon et de Marseille vont être des batailles difficiles. Mais alors que les préparatifs de l'opération débutent, deux informations viennent bouleverser les plans de l'état-major allié. Le 18 août au soir, un officier de la marine, membre de la mission anti-sabotage du port de Toulon, fait irruption au PC de Delattre et informe que l'ennemi a concentré ses forces entre Toulon et Hyères, face à l'est, devinant les intentions alliées qui consistent à progresser dans la zone côtière pour bénéficier de l'appui des canons de marine. En revanche, la région au nord de Toulon est dégarnie. Dans le même temps, Delattre apprend que le deuxième échelon de l'armée B débarquera dès le lendemain avec 48 heures d'avance. Il est composé de la 9e division d'infanterie coloniale, du bataillon de choc et des goumiers marocains. Lorsqu'elles embarquent depuis la Corse, ces unités sont déjà constituées et équipées. Une fois débarquées, elles pourront donc rejoindre rapidement les zones de rassemblement. L'état-major français le sait, il faut saisir les Allemands à la gorge, ne pas leur laisser le temps de s'organiser ni de procéder aux destructions des installations portuaires. Il faut frapper vite et fort. Le lendemain matin, Delattre se rend à Saint-Tropez, au PC du général Patch, commandant la 7e armée américaine, pour lui exposer son nouveau plan. Le général américain donne son feu vert. Les Français attaqueront Toulon et Marseille simultanément. Les hommes de l'armée B relèveront les Américains du 6e corps sur la ligne passant par les Salins d'Hyères, Solliès-Pont et la Roquebrussanne, au plus tard le lendemain 20 août, à midi. La 1re division française libre, la 9e division d'infanterie coloniale et des éléments de la 3e division d'infanterie algérienne attaqueront Toulon. Pendant ce temps, le reste de la 3e division d'infanterie algérienne, appuyée par des goumiers marocains et des chars, progressera vers Marseille. Le général Patch ne se contente pas d'accepter le plan de Delattre. Il lui accorde des renforts. Le groupement blindé du colonel Sudre et le groupe de commandos d'Afrique, qui avait été jusque-là prêté aux Américains, est rendu aux Français. Les commandos ont d'ailleurs été les premiers à débarquer en Provence. Dans la nuit du 14 au 15 août, ils ont pris d'assaut les canons du Cap Nègre. Le 18, ils ont réalisé un nouvel exploit en parvenant à neutraliser la redoutable batterie de Mauvanne. Tenue par 150 Allemands, elle barrait la route côtière vers Toulon. La tâche des Français s'annonce périlleuse, car Hitler connaît l'importance stratégique de Toulon et Marseille. Le 17 août, il donne l'ordre général de repli de l'armée allemande, mais ordonne aux garnisons des deux cités portuaires de tenir bon. Delattre
ne dispose que de 16 000 hommes, 30 chars et 80 canons pour monter à l'assaut de Toulon. Verrouillée au nord par le mont Faron, qui culmine à près de 600 mètres d'altitude, la cité varoise a été transformée en véritable camp retranché par les Allemands. Des forts, datant du XVIe siècle, ont été réhabilités et des dizaines de blocos ont été construits pour protéger la ville et son port. Depuis son PC sur la presqu'île de Saint-Mandrier, le contre-amiral Rufus a pris le commandement de la garnison toulonnaise. Jean-Marie, comment les Allemands ont-ils organisé le camp retranché de Toulon? La défense du camp de Toulon repose sur le relief de la ville, qui est entouré de montagnes et de collines. Chaque colline a un fort que les Allemands ont réarmé. Donc c'est une espèce d'amphithéâtre, et toute la difficulté, c'est de s'emparer de ces positions, et c'est ce qui a donné lieu aux batailles qui se déroulent entre le 20 août et le 27 août autour de Toulon. Combien d'Allemands sont stationnés ici et de quelles unités? Alors il est très difficile de connaître les effectifs exacts. Il y a des unités très composites, un régiment de grenadiers, le 918e, qui a la défense de la ville, plus la marine, plus la Luftwaffe qui s'occupe des batteries, et puis il y a tous les services, donc allez, disons autour de 17 000 hommes. C'est une garnison importante, un petit peu plus importante d'ailleurs que celle de Marseille, d'autant que refluent vers Toulon des troupes qui, évidemment, reculent devant l'avance des Américains et des troupes françaises. L'intention des Allemands, c'est de tenir le port de Toulon. Ils ont ordre de se battre jusqu'à la dernière cartouche et de faire, comme ils ont fait dans l'Atlantique, une poche, un abcès de fixation. C'est la même chose pour Marseille. Pour parvenir à pénétrer dans Toulon, Delattre imagine une manœuvre extrêmement audacieuse. La 1re division française libre et la 9e division d'infanterie coloniale devront attaquer de front le dispositif allemand afin de fixer l'ennemi. Pendant que la 3e division d'infanterie algérienne, renforcée du bataillon de choc, contournera Toulon par le nord, moins bien défendue. La ville sera alors prise en tenaille. À Toulon, les résistants restés dans la cité varoise, vidée d'une partie de ses habitants, demandent aux troupes débarquées de venir au plus vite. Les sabotages et les actions coup de poing des forces françaises de l'intérieur se multiplient. Le 20 août, les groupes ont pris leur position de combat dans les faubourgs et au centre-ville. Mais les Allemands ont déjà commencé à réagir. Si Delattre dispose de moins d'hommes, il peut néanmoins compter sur l'appui de l'aviation. Après les intenses bombardements américains qui ont précédé le débarquement du 15 août, des pilotes français prennent le relais. Des escadrilles de bombardiers moyens appuient la progression de l'armée B jusqu'au camp retranché de Toulon. Ce sont des maraudeurs B-26. Long de plus de 17 mètres, pour une envergure de près de 20 mètres, le maraudeur B-26 est équipé de 2 moteurs de 1920 chevaux chacun, lui permettant d'atteindre les 510 km/h. Doté de 5 mitrailleuses Browning de 12,7 mm, il peut transporter jusqu'à 1500 kg de bombes. D'une efficacité redoutable lors des bombardements, il a été surnommé Widowmaker, le faiseur de veuves. Rapide et très maniable, le maraudeur est un cauchemar pour les batteries de défense anti-aériennes. C'est l'appareil le moins abattu de toute la Seconde Guerre mondiale. Le 13 août, la presqu'île de Gien avait été pilonnée. À partir du 18 août, les bombardiers s'attaquent aux autres batteries défendant la rade de Toulon, Cuers, Porquerolles et Saint-Mandrier. Cette dernière est composée de redoutables canons de 340 mm installés au bout du cap CP. Surnommée Big Willy par les Alliés, c'est la batterie la plus puissante de toute la Méditerranée. Si des ouvriers de l'arsenal sont parvenus à saboter 2 des 4 pièces d'artillerie, les 2 restantes peuvent toujours cracher leurs obus à plus de 34 km. Les maraudeurs B-26 ne parviennent pas à les détruire. Plusieurs sont même touchés pendant l'opération. Le 20 août, l'un des canons est neutralisé par l'explosion d'une bombe de 500 kg. Mais les bombardements aériens ne parviennent pas à venir à bout de la batterie. C'est alors que la marine entre dans la danse.
Des navires français et américains approchent du cap CP. Un cuirassé français, le Lorraine, crache plusieurs obus de 340 mm sur la batterie allemande. Les 3e et 4e salves atteignent leur cible. Mais quelques heures plus tard, Big Willie se réveille une nouvelle fois. Qu'importe, l'assaut terrestre des hommes de l'armée B est sur le point d'être lancé. Ce même 20 août, les 3 divisions de l'armée B sont aux abords du camp retranché de Toulon. Au sud du dispositif, la 1re division française libre se voit confier l'une des missions les plus difficiles. Elle doit enfoncer le secteur le mieux défendu par les Allemands, le long de la côte. La division est très vite aux portes de Hyères, passage obligé pour atteindre Toulon. 2 objectifs prioritaires lui sont attribués, la côte 186.3 et surtout le Golfe Hotel, que les Allemands ont transformé en véritable forteresse. Alors qu'ils s'apprêtent à déclencher leur assaut, les soldats de la 1re DFL ont déjà pour eux de nombreux faits d'armes. Légionnaires, fusiliers marins, marsouins d'Afrique équatoriale, de Tahiti, des Antilles ou du Levant, ces hommes venus des 4 coins du monde ont su prouver leur valeur en Afrique du Nord et en Sicile. Leur chef, le général Diego Brossé, commandant la division, est très proche de ces hommes. Il dit « J'entraîne ma division comme une compagnie. Je saute sur les chars en marche. J'engueule Pierre et Paul. Je dis merde aux obus. Et on avance. Je ne serai jamais un vrai général, mais ma division est une vraie division. » Le 21 août 1944, après plusieurs échecs, les hommes de la 1re DFL parviennent finalement à prendre la côte 186.3 grâce à l'appui des canons de la marine. D'ici, ils disposent d'un excellent observatoire sur Hyères et peuvent tenter de prendre le Golfe Hotel à revers. Mais les mitrailleuses allemandes, les champs de mines et les réseaux de barbelés en interdisent l'accès. Impossible de s'en approcher à moins de 500 mètres. Toutes les offensives sont repoussées. L'artillerie entre alors en action, bien épaulée une nouvelle fois par les canons des navires au large. Près de 6000 obus sont lancés. C'est un véritable déluge de fer et de feu qui s'abat sur l'immense édifice. S'ensuit un nouvel assaut d'infanterie. Dans les caves et les souterrains, les combats se terminent à la grenade et même au corps à corps. La 1re DFL parvient enfin à prendre le Golfe Hotel, mais les pertes françaises sont lourdes. 86 hommes ont été tués, 289 sont blessés. De leur côté, les Allemands dénombrent 200 tués. Les 160 survivants de la garnison se rendent. Nous sommes le 21 août. Hyères vient d'être libérée. La 1re DFL peut poursuivre sa route vers Toulon. À quelques kilomètres de là, au nord-ouest, la 9e division d'infanterie coloniale progresse au centre du dispositif de l'armée B. Les tirailleurs sénégalais viennent de libérer Soliès-Pont après d'âpres combats. Le 21 août, ils arrivent devant le petit village de Soliès-Ville, qui culmine à plus de 600 mètres d'altitude. Mathieu Garde est passionné d'histoire militaire, spécialiste des opérations menées par la 9e division d'infanterie coloniale lors de la libération de Toulon. Mathieu, le 21 août, la 9e division d'infanterie coloniale arrive ici aux alentours de Soliès-Ville. Ils ont l'intention de prendre le village. Qui sont les hommes qui composent cette division française? Alors au pied du village, ce sont les hommes du 6e régiment de tirailleurs sénégalais. C'est une unité qui a été intégrée à la division en mai 1943, qui va être équipée à l'américaine et qui va suivre un entraînement en Afrique du Nord. Elle est commandée par le colonel Salan et à partir d'avril 1944, elle est transférée en Corse. La division va débarquer sur l'île d'Elbe. Le 6e RTS est placé en réserve et ne va pas combattre. Et de ce fait, c'est un régiment qui arrive à plein effectif sur les côtes de Provence et qui va ainsi connaître son baptême du feu. Ici même. Voilà, oui. Quelle est la mission
qui a été confié à ces hommes à la fin du mois d'août 1944? Alors, les troupes françaises relèvent les troupes américaines dans le secteur de Cuers-Pierrefeu. C'est la 9e DIC qui va prendre en charge le secteur et de ce fait, elle va devoir ouvrir la route de Toulon. Le 20 août, les 2e et 3e bataillons investissent Solliès-Pont, qui se trouve juste en contrebas. Quelques combats sporadiques éclatent, l'artillerie allemande se fait entendre, et le 21 août, c'est le 3e bataillon qui va recevoir la mission de prendre Solliès-Ville. C'est la 10e compagnie qui va mener l'attaque. C'est la compagnie qu'on surnomme la compagnie Diarra Diarra, ce qui veut dire les lions en bambara, le dialecte des tirailleurs. Mais quand on est ici à Solliès-Ville, on se rend compte qu'on est sur un promontoire. Le village surplombe véritablement cette vallée. Je suppose que les Allemands avaient dû particulièrement bien fortifier le secteur. Oui, c'est une position stratégique. Le village se situe sur la route de Toulon. C'est un passage obligé et les Allemands l'ont bien compris. Donc, le 18 août, la population civile est évacuée. Une compagnie du Grenadier Régiment 934 s'installe à Solliès-Ville. Des tranchées, des trous d'hommes sont creusés à côté du cimetière. Des maisons sont fortifiées. Dans les ruines du château où nous nous trouvons, un poste d'observation surveille la route Cuers-Solliès-Pont. Et sur l'esplanade, qui est juste en contrebas, des pièces de 20 mm flak sont en position. Est-ce que les combats ont été particulièrement rudes ici pour prendre ce village? Oui, très rudes. Les combats vont durer plus de 3 heures. Ça va être une succession d'attaques et de contre-attaques. Le 21 août 1944, à 7h30 du matin, l'artillerie française se déchaîne. Elle pilonne les positions allemandes pour laisser le temps aux sections de tirailleurs de prendre leur position de départ. Après un quart d'heure, les bombardements cessent. Les Sénégalais montent alors à l'assaut. Les combats qui suivent sont d'une violence inouïe. En fin de matinée, les Allemands abandonnent leur position. Ils se replient finalement à l'extérieur du village. Au même moment, à quelques kilomètres au sud-ouest, un autre promontoire est lui aussi le théâtre de violents combats. Le fort du Coudon, perché à 700 mètres d'altitude, domine toute la région de Toulon. C'est d'ici que les Allemands coordonnent les différentes batteries du secteur. 150 soldats de la Kriegsmarine y sont retranchés. Ce 21 août, il est pris d'assaut par un groupe de commandos d'Afrique. Pierre Welch était de ceux-là. On arrive pratiquement à une centaine de mètres du fort, vous voyez. Et là, nous, la section de mortier, on se met en batterie là. Et le 2e commando part à l'attaque du fort. Mais ils attaquent le fort par l'entrée. Vous voyez, on est à l'entrée principale du fort là. Malheureusement, c'est l'hécatombe. Tout de suite, il y a une trentaine de tués. Bon, alors Ducorneau et le 2e commando se replient. Et puis, Ducorneau, c'était vraiment un type extraordinaire. Il s'est dit, ben, on peut le prendre par là. Il étudie un peu la question, il voit qu'on pouvait contourner le fort par la falaise. Et il s'est dit, de l'autre côté, il ne doit pas y avoir des défenses. Alors, avec une section d'une vingtaine d'hommes à peu près, il prend dans la rocaille, vous voyez, et il arrive à la muraille, et effectivement, il n'y a personne. La muraille, de ce côté-là, la muraille n'est pas haute, il y a peut-être une dizaine de mètres. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses chaussures, etc. Et avec deux autres commandos, en s'agrippant à travers avec la muraille, ils arrivent à grimper et passent de l'autre côté. Et comme un fait hasard, ils trouvent des échelles de l'autre côté. Alors, ils ont mis des échelles de côté. Et le reste des commandos ont pu gravir le fort sans coup de feu. Et après, il a fallu qu'ils combattent les hommes à l'intérieur du fort. Et là, il y avait beaucoup de monde. Ça a été très, très dur comme combat, mais ils sont arrivés à nous ouvrir. Alors après, tout le monde a pu rentrer dans le fort, les mortiers, etc. On n'a pas eu besoin de tirer au mortier, hein. On a tiré après par la suite. Et tout le monde est rentré par les portes. Et après, ça a été un nettoyage complètement du fort avec les souterrains. Et il y avait encore, je sais pas, il y avait au moins 150 ou 200 Allemands là-dedans.
Dans les souterrains du fort, on se bat à la mitraillette, à la grenade et à l'arme blanche. Submergés, les Allemands finissent par se rendre. Mais alors que les 6 derniers défenseurs sortent d'une galerie les mains en l'air, un officier allemand tire une fusée éclairante. C'est un signal pour l'artillerie. Quelques instants plus tard, une pluie d'obus s'abat sur le Coudon. Français et Allemands sont touchés. Le capitaine Ducournau est blessé. Plusieurs de ses hommes sont tués. Malgré ces lourdes pertes, les commandos d'Afrique viennent de faire sauter un nouveau verrou au centre de l'attaque. Au sud, la première division française libre a poussé jusqu'à la Garde et au Pradé. Les tirailleurs sénégalais sont devant la Valette, où les Allemands résistent encore. Au nord, guidée par les résistants, la 3e division d'infanterie algérienne a elle aussi progressé au cours des 2 derniers jours. Le 22 août, des unités ont même atteint la Méditerranée à l'ouest de Toulon, au niveau de Bandol et Sanary-sur-Mer. Toulon est entièrement encerclé. Les Allemands sont pris au piège. Seule la place forte de la Poudrière résiste encore dans les faubourgs nord de la cité varoise. Pendant ce temps, à Marseille, l'heure est grave pour la résistance. Le 18 août, un ordre de grève générale est transmis depuis Londres. Le lendemain, Marseille se soulève. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur, livrent une véritable guérilla aux forces allemandes qui peinent à réagir. Embuscades et sabotages se multiplient. Robert Mancherini est historien, spécialiste des combats menés par la résistance dans le sud de la France. Robert, le 19 août 1944, c'est l'insurrection à Marseille. Quelle est l'ambiance dans la cité phocéenne? L'ambiance, c'est une ambiance insurrectionnelle. Voilà le terme précis qu'il faut employer. Dès qu'ils ont appris le débarquement, les résistants se réunissent, en particulier ce qu'on appelle le comité militaire insurrectionnel, qui est essentiellement à composition communiste. Il y a un grand débat pour savoir est-ce qu'on déclenche tout de suite l'insurrection ou pas. 2 courants, les politiques et les militaires. Les militaires disent non, c'est trop risqué, on n'a pas assez d'armes, on n'a pas assez d'hommes. Les politiques disent il faut y aller, et c'est les politiques qui l'emportent. Donc on déclenche l'insurrection. Comment on la déclenche? Il y a un tract diffusé par la CGT le 19 août appelant la grève générale insurrectionnelle. On arrête tout partout, on sort les armes et on attaque les Allemands. Mais est-ce que la résistance a les moyens d'attaquer les Allemands qui sont quand même assez nombreux dans la ville? D'après les chiffres qu'on peut avoir, on peut penser qu'il y a à peu près 200, 300 résistants armés au départ, qui ont des armes qu'ils ont pris sur les policiers, qui ne sont pas dans l'insurrection, qui vont prendre sur les Allemands, donc très faiblement armés, 200, 300. En face, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 20 000 hommes. Donc vous voyez le pari que c'est. Hein. Ouais. C'est un pari extraordinaire. Ouais. Et le 21, nous sommes devant la préfecture, le comité départemental de libération, qui lui regroupe toutes les organisations de résistance, les mouvements, les partis clandestins, les syndicats, ici principalement la CGT, décident d'appeler à prendre la préfecture. Et donc la préfecture va être prise le 21 août. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils se replient sur les points forts. Les points forts, ils en ont beaucoup quand même. Hein. Dans la rade de Marseille, vous avez les îles qui sont truffées de souterrains et d'armes. Vous avez Notre-Dame-de-la-Garde, qui est aussi un point fort. Vous avez toute une série de constructions le long de la côte, et ils vont se replier sur ces constructions le long de la côte. Parce que de l'autre côté, à l'intérieur, les troupes de débarquement avancent. Donc on se replie sur la côte en disant on va tenir. Et l'action des résistants, ça va être de faire sauter ce verrou. Mais la situation des insurgés est tout de même critique. Les Allemands sont 10 fois plus nombreux et nettement mieux armés. La riposte risque d'être terrible. Déjà,
l'occupant commence à renforcer ses points de résistance dans Marseille. Les habitants, eux, se réfugient dans les caves pour échapper au bombardement. Si les Allemands ne s'attendaient pas à un soulèvement aussi précoce des résistants marseillais, Delattre ne l'avait pas anticipé non plus. Contraint de réagir en urgence, il accorde une totale liberté d'action au général de Montsabert, patron de la 3e division d'infanterie algérienne. Mais de Montsabert doit composer avec une force incomplète. Certaines unités, censées venir renforcer sa division, viennent seulement de débarquer et sont encore loin du front. Qu'importe, Marseille ne peut plus attendre. D'autant que le 21 août, le général Schaffer, commandant la garnison marseillaise, a ordonné la destruction des installations portuaires. Épaulé par un groupement de goumiers marocains, le 7e régiment de tirailleurs algériens doit attaquer au centre du dispositif et pénétrer dans Marseille par le nord. 2 autres groupements de goumiers doivent attaquer par le sud pour prendre la ville en étau. Le 21 août, le 2e groupement arrive devant Aubagne, où les blindés du général Sudre sont bloqués depuis la veille. Véritable verrou sur la route reliant Toulon à Marseille, la ville est l'une des mieux défendues de la région. Parsemée de casemates, les pentes qui la dominent constituent de véritables remparts. 2 régiments d'élite allemands, soutenus par une puissante artillerie, y sont retranchés. Le 21 août, à 13 h, l'assaut d'infanterie est déclenché. Les combats dans les vergers d'Aubagne sont d'une violence inouïe. Les Marocains chargent à l'arme blanche quand les munitions ne suffisent plus. Vers 18 h, les premiers hommes parviennent enfin à pénétrer dans la ville. Ils nettoient les batteries allemandes installées au cimetière et autour de l'église. Le lendemain matin, toute résistance a cessé. Les pertes sont lourdes pour les goumiers. 154 d'entre eux ont été tués ou blessés. L'encerclement de Marseille se poursuit. Depuis les montagnes, et sans même attendre la fin des combats d'Aubagne, les tirailleurs algériens ont attaqué les faubourgs nord de Marseille. Ils ne sont plus qu'à 5 km du centre-ville. L'étau se resserre de plus en plus sur les défenseurs allemands. Ce 22 août, de Montsabert reçoit des FFI dans son PC de Gémenos. Il leur faut des renforts et des armes au plus vite. Soit. Pour de Montsabert, le moment est venu de libérer Marseille. Confiant, il déclare à Delattre « Nous sommes le 22. Après-demain ou plus tard, je boirai le pastis sur la Canebière. » Mais pour Delattre, vitesse rime cette fois avec précipitation. À ses yeux, toute pénétration dans Marseille reste prématurée. Il craint que le soulèvement populaire n'entrave la progression de ses troupes. Difficile de se battre en pleine ville, au beau milieu des civils. Robert, finalement, l'armée B va rentrer dans Marseille, en dépit d'ailleurs des ordres du général Delattre, qui lui avait demandé d'attendre un tout petit peu. Montsabert, lui, est pressé finalement de prendre la ville. Dans quelles circonstances cette armée B rentre-t-elle et pour quelles conséquences? Alors, vous savez que l'armée B, ses missions, c'est Toulon et Marseille. Donc, c'était l'objectif. Maintenant, à quel moment fallait-il envahir Marseille alors que la bataille de Toulon continuait, hein? Donc, les troupes de l'armée B commencent à encercler Marseille, par l'est, par le nord, en passant par les collines. Et l'état-major se réunit et se pose la question, est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on rentre? Donc, il y a une discussion, paraît-il homérique, entre Montsabert et Delattre, au relais de la Madeleine à Gémenos, hein, qui est près d'Aubagne, où Delattre dit à Montsabert, non, non, on n'entre pas dans Marseille. Il y a plusieurs réticences en disant, on risque de se faire absorber par la foule, et puis peut-être qu'on n'a pas les forces aussi, donc il enjoint à Montsabert de ne pas entrer dans Marseille. Finalement, ils arrivent à se mettre d'accord, on sort une feuille de papier d'écolier, quadrillé, puis ils discutent et trace une ligne sur une feuille de papier d'écolier.
Voilà, il y a cette ligne, vous pouvez y aller un petit peu. Cette ligne que vous ne pouvez pas dépasser. Cette ligne, c'est quoi? C'est un ruisseau qui est dans Marseille, qui s'appelle le Jarret. Aujourd'hui, il est recouvert. C'est une avenue maintenant. Vous ne dépasserez pas cette ligne. Bon, et Montsabert, qui est finot, dit, bon, on va aller jusque-là, puis il dit à Chapuis, hein, qui est un de ses subordonnés, bon, vous y allez, hein, vous allez le plus loin possible. Donc, c'est ce qui va se passer. Il désobéit, en fait. Il désobéit sans désobéir, parce que peu de temps après, Delattre va comprendre qu'il faut y aller. Hein, donc donne l'ordre, lui aussi, d'entrer dans Marseille. Le 23 août 1944, à 7h30 du matin, au carrefour des 5 avenues, le colonel Chapuis, commandant du 7e régiment de tirailleurs algériens, rencontre une délégation de la résistance. Une action conjointe est décidée. Jean-Marie, comment se déroulent les combats à l'intérieur de Marseille pour l'armée B? À Marseille, une fois franchi le barrage d'Aubagne, la ville est tenue en réalité par les groupes de résistants, dispersés certes, et les Allemands, démoralisés, se sont repliés autour de batteries, de points d'appui qu'il va falloir conquérir, parfois durement une à une, mais la ville est quasiment libérée. La résistance tient la préfecture depuis le 21 pratiquement. Donc une situation qui est confuse si l'on veut. Et là, en quelque sorte pour les Allemands, les carottes sont cuites. C'est un combat pour l'honneur. Ouais, c'est déjà la fin. C'est la fin. À 10h, escortés par des FFI et acclamés par une foule en liesse, blindés et fantassins débouchent sur la Canebière, en direction du Vieux-Port. Car ce 23 août, les Français sont déjà dans le centre-ville de Marseille. À 15h, de Montsabert installe son PC près de la préfecture. Montsabert va établir son quartier général là à côté, hein, à côté de la préfecture. Donc l'intervention de l'armée B a été quelque chose d'essentiel. Mais elle a profité, cette armée B, du fait que les résistants aient morcelé les troupes allemandes, les avaient isolés. Et là, par exemple, on a le rôle d'un prêtre guerrier, comme on dit, croisia, hein, qui va expliquer, qui va jouer le coup de bluff. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la poste Colbert, qui est une poste au centre Marseille, occupée par les Allemands. Il tape à la porte et il dit, voilà, écoutez, ne me tirez pas dessus, je veux discuter avec Schaeffer, qui commande les troupes allemandes. Les Allemands, il est fou. Il téléphone à Schaeffer, il dit, voilà, je suis à la poste Colbert. L'autre est tout surpris, je suis à la poste Colbert. Écoutez, des milliers d'hommes, ce n'est pas vrai, des milliers d'hommes sont en train de rentrer dans Marseille, vous allez vous faire massacrer, donc il va falloir qu'on discute. Il passe le téléphone, enfin, il prend un peu pour un fou, mais il passe le téléphone et Schaeffer, à sa grande surprise, entend, à partir d'un local occupé par les Allemands, un Français lui dire « Écoutez, vous devriez vous rendre, vous êtes cuit ». Réfugié avec 200 de ses hommes non loin de la préfecture et privé de liaison radio avec ses principaux subordonnés, Schaeffer n'a plus vraiment le choix. Il accepte de rencontrer le général de Montsabert. Mais l'entrevue tourne court. Schaeffer ne veut pas entendre parler d'une reddition sans condition. Interrompu à 15h, les hostilités reprennent à 19h15. Malgré le refus du général allemand de capituler, plusieurs de ses hommes renoncent à reprendre le combat. D'autres restent fidèles à leur chef et refusent de rendre les armes. Pour les hommes de l'armée B et les résistants, la lutte continue. Il va falloir réduire un à un les derniers îlots de résistance dans et autour de Marseille. Quelques jours auparavant, à Toulon, le dernier verrou du camp retranché est sur le point de sauter. Pendant 2 jours, des tirailleurs algériens appuyés par le bataillon de choc resserrent leur étreinte sur la poudrière Saint-Pierre, dans les faubourgs nord de la ville. Le 22 août, 300 Allemands y sont encore retranchés. Les abords de la colline ont été nettoyés par les tirailleurs algériens et le bataillon de choc. Les fantassins allemands protégeant l'entrée ont été éliminés. Depuis de longues heures maintenant, les canons de 105 mm français s'acharnent sur les entrées du complexe souterrain. Mais les défenseurs tiennent bon. C'est alors que des tanks destroyers sont appelés en renfort. L'un d'eux se met en position et tire quasiment à bout portant sur les accès de 3 galeries.
L'une d'elles s'effondre. Les Français entendent des hurlements provenant des entrailles de la colline. Il est 21h15, près de 200 Allemands se rendent. Certains sont grièvement blessés. Dans les galeries, les Français découvrent 250 cadavres. Des dizaines de corps et des tonnes de munitions y seraient encore ensevelis. Marqué par cette scène d'horreur, Delattre écrira « C'est un spectacle dantesque qui réveille en moi les plus tragiques souvenirs de Douaumont. » Pour le chef de l'armée B, l'affaire de la Poudrière est la plus dure de cette journée et peut-être de toute la bataille de Toulon. Elle a néanmoins permis à ses hommes de faire un pas décisif dans la conquête de la cité portuaire. Désormais, les portes nord de la ville sont ouvertes, mais à l'est aussi, les Allemands sont submergés. Le 23 août, des tirailleurs sénégalais libèrent La Valette, à moins de 5 km de Toulon. Des chars de la première division blindée y étaient encerclés depuis de longues heures. Tout proche de La Valette, les bataillons de marche de la première division française libre viennent de prendre les hauteurs du mont Thouars. La ligne de défense allemande est brisée. Dans Toulon même, à quelques centaines de mètres du port, 800 Allemands rendent les armes. À bord de sa Jeep, le général Diego Brosset, patron de la première DFL, fait son entrée dans les faubourgs de la ville. Toutes les portes de la cité sont désormais ouvertes. Le 23 août, en fin d'après-midi, les premiers blindés de la 3e division d'infanterie algérienne arrivent sur la place de la Liberté. La liaison avec les deux autres divisions est établie. La première DFL passe en réserve et laisse le soin à la 9e division d'infanterie coloniale de réduire les dernières défenses à l'intérieur de Toulon. Les Français parviennent finalement à briser la ligne de défense allemande tout autour de Toulon. Ils pénètrent dans la ville de Toulon. Les Allemands s'y trouvent encore. Il n'est pas question de reddition. Comment se déroulent les combats à l'intérieur de la ville de Toulon? Les combats se déroulent dans une assez grande confusion puisque les troupes françaises se sont infiltrées, enfin certains éléments sont infiltrés dans la ville. L'ouest, ce sont les bataillons de choc et les éléments motorisés de la division d'infanterie algérienne qui vont se retrouver dès le 23 août au centre-ville, place de la Liberté, où les rejoignent des éléments de la 9e DIC qui arrivent des quartiers de Saint-Jean-du-Var, du centre, si vous voulez, de l'agglomération. Et la DFL elle-même, au même moment, pénètre le long du littoral dans les quartiers du Morillon, Cabrin. Ceci étant, les forts ne sont pas rendus, les batteries ne sont pas rendues, et donc les combats ont lieu à la fois au centre-ville, entre l'arsenal maritime, l'arsenal de terre, l'arsenal du Morillon, d'où portent des contre-attaques, notamment vers les éléments qui tiennent les quartiers ouest, puisqu'il s'agit de dégager la route de Marseille. Et donc ces combats se déroulent autour des batteries et des forts qui sont dans Toulon même. Et ils se terminent évidemment par les Sablettes et la presqu'île Saint-Mandrier, où s'est réfugié l'amiral Rufus. Seule la presqu'île de Saint-Mandrier est donc encore aux mains des Allemands. Le contre-amiral Rufus s'y est retranché avec 40 officiers et 1800 marins. Depuis plus d'une semaine, l'aviation et la marine alliée s'acharnent sur la batterie du Cap Cépé au bout de la presqu'île. Mais la garnison tient bon. À Marseille aussi, les forces allemandes font de la résistance. Elles se sont retranchées dans 3 principaux points défensifs. Le Vieux-Port, les réduits fortifiés au nord de la ville et surtout sur la colline de Notre-Dame de la Garde. C'est le point le plus haut de la ville. L'esplanade culmine à 161 mètres. La statue de la Vierge, juchée sur la basilique, s'élève quant à elle à plus de 225 mètres. Les Allemands ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont installé sur la colline un poste d'observation pour leur artillerie. Il va falloir les déloger et surtout faire taire les canons qui menacent directement civils et militaires. Mais la tâche s'annonce délicate. On ne monte pas à l'assaut d'un tel édifice comme on monte à l'assaut d'un vulgaire promontoire. Les ordres du général de Montsabert sont clairs. Pas de bombardement aérien, pas d'emploi massif d'artillerie. Ce caillou légendaire devra être emporté d'assaut par des fantassins appuyés par les blindés. La mission est confiée aux tirailleurs algériens
soutenus par les chars du général Sudre. Prévu le 24 août, l'attaque est finalement reportée au lendemain. Les hommes de Montsabert doivent prendre Notre-Dame de la Garde. C'est un promontoire qui est tenu par les Allemands. La mission est délicate dans la mesure où il ne faut pas endommager la basilique. Donc comment les Français vont-ils s'y prendre pour faire tomber ce point fort allemand? D'abord, une chose importante, c'est que Goualard de Montsabert est un homme très pieux. Donc pour lui, il n'est pas question qu'il y ait des dégradations sur cette basilique. Donc il négocie avec Schaffer, qui commande les troupes allemandes. Surtout, vous ne tirez pas sur Notre-Dame, nous approchons, nous ne rentrons pas dans la basilique. Donc laissez ça de côté. Et Schaffer va accepter de fait. Donc la basilique ne sera pas détruite. Mais ensuite, il faut la prendre, cette basilique tout de même, parce qu'elle domine Marseille, cette basilique. On peut tirer sur toute la ville, et les Allemands l'ont équipée. Il y a des souterrains, elle est truffée de souterrains, il y a des armements lourds ici, on peut tirer sur les îles, enfin on peut tirer partout. Donc il y a deux manières d'approcher Notre-Dame. Il y a des blindés qui vont monter par la grande avenue qui est devant la basilique. Celle qui se trouve là, en contrebas, exactement. Tout à fait, mais les blindés arrivés en haut sont à découvert complètement. Les Allemands les surplombent, ils ont des lance-flammes. Cette plateforme est minée, donc les chars sautent. Il y a 2 chars qui vont subir comme ça des destructions. Donc les chars sont arrêtés. Et puis il y a une deuxième offensive qui se fait sur le côté par les tirailleurs algériens, qui sont vraiment des guerriers aguerris, par un chemin dérobé qui est montré aux troupes par des résistants. Et donc ils vont prendre un peu les troupes allemandes à revers. Profitant de l'intervention des blindés, une section de tirailleurs gravit les escaliers sur le versant ouest de la colline et parvient à pénétrer dans la basilique. 10 Allemands sont faits prisonniers. Dans la foulée, les Français hissent un drapeau tricolore au sommet de l'édifice. Il est 16h30 ce 25 août 1944. Notre-Dame de la Garde est de nouveau française. Mais les Français sont toujours sous la menace de certaines batteries allemandes. Au large, les canons de 240 mm du Frioul perturbent leur progression. Des dragueurs de mines américains sont eux aussi pris pour cible. Conscient qu'un assaut d'infanterie serait beaucoup trop risqué, de Montsabert décide d'asphyxier l'archipel en l'écrasant sous les bombes. Le 25 août, une partie de la flotte américaine est au large de Marseille. Renseignés par des chasseurs Hellcat, le cuirassé Nevada et plusieurs croiseurs américains se livrent à un véritable duel d'artillerie avec les canons allemands. Des bombardiers moyens de la 12e Air Force sont eux aussi engagés. Le pilonnage est si intense que de l'autre côté du bras de mer, sur la Corniche, les habitants en ressentent les secousses. Le 26 août, écrasé sous les bombes, la garnison du Frioul perd le contact radio avec son état-major. Pendant ce temps, le nettoyage de Marseille se poursuit. Guidés par des FFI, les tirailleurs algériens et les goumiers marocains réduisent les nids de résistance les uns après les autres. Quartier après quartier, maison après maison, ils traquent les défenseurs allemands. La lutte pour les derniers réduits fortifiés est elle aussi acharnée. Les tirailleurs font le siège du fort Saint-Nicolas près du Vieux-Port. Une fois Notre-Dame de la Garde tombée, les Allemands restent quand même fixés sur des points fortifiés à l'intérieur de la ville de Marseille, comme le fort Saint-Nicolas. Comment les Français vont-ils s'y prendre pour faire tomber tous ces points fortifiés allemands? Ce n'est pas uniquement les résistants qui vont les déloger. Il va y avoir, comme pour Notre-Dame de la Garde, l'intervention des troupes de libération et qui vont attaquer le fort, qui vont le bombarder. Donc ils vont être pris vraiment sous toute une série de tirs. Puis ensuite, ils vont se rendre parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont complètement encerclés et Schaffer va donner l'ordre de reddition. Donc c'est la pression des troupes de libération appuyée par les résistants qui va permettre la reddition du fort Saint-Nicolas. Mais à ce moment-là, on s'aperçoit des ravages qui ont été exercés par les Allemands. Mais les Allemands, pour complètement bloquer le port, ont fait sauter le pont de transbordeur
qui partait du fort Saint-Jean et qui arrivait jusqu'au pied du fort Saint-Nicolas. Et ils ont aussi coulé un paquebot, le Cap Corse, dans la passe du port. Et alors, du côté du port commercial, c'était encore pire. Des kilomètres de quais ont été dynamités, des épaves ont été coulées, des engins de manutention aussi. Le fort Saint-Nicolas tombe le 27 août, tout comme le fort Saint-Jean et la caserne Odéou. Tout le quartier du Vieux-Port est désormais sous contrôle. Au nord, ça n'est fini des batteries de Foresta, du Rakati et du Cap Janet. Au sud, des goumiers occupent l'hippodrome du parc Borelli après de violents combats. D'autres goumiers ont atteint les hauteurs du Roucas Blanc et nettoient le quartier d'Andoum. Les canons du Frioul ne se réveillent plus. Mais au soir du 27 août, alors que le général français s'apprête à infliger le coup de grâce à l'ennemi, Schaffer demande un nouveau cessez-le-feu. Dans une lettre adressée à l'état-major français, il écrit « Une résistance prolongée me paraît sans objet, connaissant la supériorité de vos armes. Je vous demande donc de faire cesser les tirs de 21h à 8h, de façon à définir les conditions de ma reddition pour le 28 avant midi. Ceci afin d'obtenir de vous une décision qui me permette de me rendre dans l'honneur, sans quoi je continuerai le combat. » Cette fois, Schaffer le sait. La partie est perdue. Les Français acceptent les conditions du général allemand. Le soir même, l'Angélus résonne sur la colline de Notre-Dame de la Garde et se propage dans tous les clochers de la cité phocéenne. Le lendemain 28 août, le général allemand signe la capitulation. Marseille est libérée. Enfin, sur les murs de la ville, des affiches sont placardées. De Montsabert s'adresse aux Marseillais. Habitants de Marseille, Marseille est définitivement délivrée. Grâce à votre courage et au sacrifice de vos enfants, grâce à l'intervention des troupes débarquées, l'ennemi a accepté les conditions que je lui ai imposées. Vous avez été magnifique dans la souffrance. Je vous demande de rester digne dans le triomphe. Vive Marseille, vive la France. Le même jour, à 50 km de là, l'amiral Rufus, commandant du camp retranché de Toulon, capitule à son tour. À Toulon comme à Marseille, les libérateurs défilent. Le 29 août, une prise d'armes a lieu sur la Canebière et le Vieux-Port. Delattre en personne est présent aux côtés de Montsabert et des représentants de la résistance. Ce sont bien des Français qui viennent de libérer la Provence. Des Français de métropole, des Français d'Afrique. Des Français venus des quatre coins du monde pour libérer d'autres Français. Plus de 4000 d'entre eux, soldats ou résistants, ont payé de leur vie le prix de cette liberté. La libération de la Provence est un succès retentissant pour Delattre et ses hommes. Dans les plans, Toulon devait être libéré à J+20. Marseille devait suivre. Finalement, les deux ports en eau profonde ont été libérés en moins de 2 semaines. L'armée B a su gagner le respect de ses alliés. Le général Patch, commandant la 7e armée américaine, rend hommage aux combattants français. Vous avez rendu à la France son port de guerre le plus important et son premier port de commerce. Vous avez emporté une grande victoire et mérité la reconnaissance de la France et de ses alliés. Je suis fier d'avoir eu sous mes ordres des hommes tels que vous. Les Alliés disposent désormais de 2 ports en eau profonde, mais les dégâts sont considérables. Les infrastructures sont en ruine, des tonnes de gravats jonchent les quais, des épaves obstruent le chenal, mais qu'importe. Le 13 septembre, à peine 2 semaines après la fin des combats, la flotte de la France libre est de retour dans la rade de Toulon. 2 jours plus tard, d'autres navires pénètrent dans le port de Marseille. C'est d'ici que seront acheminés le matériel, le carburant, les vivres et les renforts nécessaires à la libération de la France et de l'Europe. La Seconde Guerre mondiale est loin d'être terminée.